Hello, everyone. Welcome to Concordia University's fourth space, and thank you for joining us for today's event, a co-production organized by the University of the Streets Cafe and coordinated by the Office of Community Engagement. The title of today's event, Let's Talk Through Art. How can creative work nourish public dialogue? Now, to help situate you, we are streaming to YouTube live from fourth space. We are located on unceded Indigenous lands in Tiohtià:ke, Montreal. In the fourth space, we work with our university community to mobilize knowledge, co-creating daily activities that examine research questions and all types of projects in development here at the university. We're running today's event as a live stream meeting, so anyone on Zoom who has any questions or comments, please put them into the chat. And for anyone in the space that has questions, just let us know and we'll get a microphone to you. But with that, it is my pleasure to hand this over to our moderator for today, and also the internships administrator at the Faculty of Education at McGill, Anurag Dhir. Anurag, to you. Thank you, Doug. Hi, everybody. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Anurag Dhir et j'agirai comme modérateur durant la conversation de ce soir. So, University of the Streets Cafe is a bilingual conversation, and you're all welcome to speak in the language that you're comfortable with. English and French would be preferable, I guess. Maybe we can find some translators. I don't know if there's anybody in the room here who doesn't understand French and might need whisper translation. Okay, great. So, s'agit qui est ici pour la première fois? Personne? OK. Alors, pour la présentation Université Autrement dans les cafés et un programme de bureau de l'engagement communautaire de l'Université Concordia qui organise des conversations publiques sur une variété de sujets dans des cafés et espaces communautaires de Montréal. Depuis 2003, nous avons tenu plus de 400 échanges, chacun visant à promouvoir l'apprentissage continu, l'esprit critique et l'engagement communautaire. So for more information, if you have an idea for a conversation in the future, or if you'd like more information, talk to the coordinator who is seated over there, Alexandra. You can also sign up on the mailing list that will be circulated or find us on Facebook and Twitter. There are also these lovely, I don't know where the camera is here. There's some lovely pamphlets that you can find at Concordia at the fourth space, which is a beautiful space here, or at the Shift Center, or I think anywhere around Concordia. So just to explain how a public conversation works, it's like a conversation you would have with friends and acquaintances, but with a bit more structure. Tonight's conversation will last 2 hours. We'll finish promptly at about 2:30 p.m. To start, I'll introduce our guests. We'll hear from our guests, and then we'll open it up to everyone for a wider conversation in the space. And I'm not sure if we're online as well, too, because we're live streaming on YouTube, and we'll be taking conversations, I imagine, through the comments. This is my first hybrid University of the Streets, I have to say, so this is very exciting. Please be mindful of your speaking time, but feel free to share your opinions, questions, and half-formed thoughts. If you want to speak, you'll get my attention in the room or through the comments on YouTube, and I'll add you to our speakers list, and then call upon you at your turn. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone. Et pour l'instant, je vais présenter le sujet ou la question, c'est les deux. Alors, the name of the conversation is Let's Talk Through Art. How can creative work nourish dialogue? So the three questions that we're going to be asking of our guest speakers, and of course, you, the public, how can art help us to initiate or nurture public dialogue? Does art have the potential to unlock issues in our conversations? And can art help to address and possibly redress historical injustices? So to lead off, I'm going to introduce our two speakers. Over there to my far left is Majiza Philip. Majiza est mentor, enseignante, interprète, chorégraphe, leader et danseuse de claquettes. Originaire de la communauté noire historique de la Petite Bourgogne, elle est la petite fille et de la légendaire reine des claquettes de Harlem, Ethel Bruneau. Majiza began her dance training at the age of 3 under the rigorous eye of her grandmother. She and her sister were chosen by Gregory Charles to perform at the Governor General's Awards, becoming the first Black minors to perform at the event. She also performed at the 1998 Montreal Jazz Festival with the Big Band. She later appeared on Nathalie Simard's Decibel. A teacher for over 15 years, she was also the choreographer for the children's musicals at the Siegel Center from 2009 to 2013.
To my immediate right, Emanuelle Dufourwe est titulaire d'une maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal, articulée autour de la sécurisation culturelle des étudiantes autochtones au postsecondaire et d'un doctorat en éducation par les arts de l'Université Concordia, prix du gouverneur général 2022, articulé autour d'une recherche-création portant sur les relations entre les populations autochtones et allochtones du Québec. In addition to working as a consultant, illustrator, and facilitator for various projects with First Nations and academic groups and organizations, she's the author of the comic strip C'est le Québec qui est né dans mon pays, which was published in 2021. So since I introduced you last, I'll let you go first, Emanuelle, if you don't mind giving a little introduction. Merci beaucoup. You're welcome. En fait, c'est évidemment des questions très intéressantes, mais c'est des questions assez larges que j'aurais du mal à répondre de manière absolue, mais peut-être partir plutôt de ma propre expérience ou par rapport à tout ça. Moi, j'ai un parcours, comme vous l'avez un peu nommé, mais j'ai un parcours qui est vraiment entre l'anthropologie et les arts. J'ai toujours, au niveau de ma formation et mes expériences, vacillant un peu entre les deux, puis je cherchais un peu une façon de concilier ces deux univers-là pour justement, ça répond peut-être plus à la première question, permettre d'ouvrir un peu la recherche. C'est donc de trouver des façons finalement que la recherche soit pas confinée dans les universités, dans des articles revus par les pairs, d'un dialogue entre nous, mais surtout sur des questions sociales. En dehors ou parallèlement à ma formation universitaire, pendant 10 ans, j'ai voyagé dans une quarantaine de pays, plutôt pour aller apprendre avec des gens, pour apprendre autrement que l'université. C'est un parcours qui était somme toute assez solitaire, donc j'avais toujours mon cahier de notes, mon carnet de notes, dans lequel je faisais aussi beaucoup d'illustrations, de dessins que j'explorais de différentes façons. Donc, j'ai toujours été un peu intéressée de la manière dont les rencontres peuvent être facilitées par finalement des carnets graphiques ou par l'utilisation de l'art, pas seulement les questions scripturales. Donc, c'est un petit peu en parallèle finalement à ma formation en anthropologie. Puis, comme vous l'avez nommé, suite à ma maîtrise en anthropologie sur les questions de la sécurisation culturelle au sein du postsecondaire, j'avais envie de commencer un parcours doctoral qui permettrait d'ouvrir cette question-là parce qu'on sait que la question de la sécurisation culturelle, d'une part, ça ne s'arrête pas au mur de l'institution, puis d'une autre, ça concerne tous et tous, qu'on parle de rencontres entre les populations du territoire, qu'on parle de réconciliation ou de conciliation, qu'on parle, il y avait, surtout à l'époque, là, je pense que c'est appelé à changer, mais à l'époque, on était quand même dans une période où on parlait très peu des réalités autochtones puis tout ça. Donc, c'était clair pour moi que si je faisais un doctorat, c'était l'idée de pouvoir trouver un médium qui était plus accessible. Et c'est pour ça que finalement, que je suis venue en éducation par les arts ou en Art Education à Concordia. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que l'objectif principal de ce projet-là était justement de pouvoir ouvrir la discussion, mais pouvoir aussi mobiliser d'autres types de savoirs qui, peut-être descendre un peu de la tête puis aller un peu plus mobiliser des savoirs expérientiels, des affects, des ressentis, des expériences que tout le monde, d'ouvrir un dialogue autour de la question de la non-rencontre à l'intérieur de ce système-là. Donc, ce n'était pas une bande dessinée qui voulait raconter l'histoire autochtone, c'est vraiment une question d'ouvrir un espace sécuritaire pour avoir ce dialogue-là sur la question de la rencontre ou la non-rencontre entre les peuples, à l'intérieur de laquelle chacun parle de sa propre perspective, de son propre vécu. C'était quelque chose que je remarquais à travers les expositions, parce que c'est un processus qui a duré 5 années. Il y avait des expositions sur les planches, des discussions publiques, puis je me rendais compte que les Québécois allochtones avaient tellement à dire finalement sur leur propre méconnaissance, sur le malaise colonial, que je me disais, peut-être, si mon objectif primaire au départ dans ce projet-là, c'était de parler de sécurisation culturelle, je me disais, il y a peut-être une étape préalable à tout ça, et qui nous est souvent demandée par différents artistes, leaders autochtones, c'est finalement d'aller fouiller notre propre bagage, de se préparer à cette rencontre-là. Donc, c'est un petit peu l'idée de la bande dessinée. Ce que je me suis rendu compte aussi à travers tout ça, c'est que le niveau d'implication, il y avait eu une 50aine de contributeurs autochtones et allochtones qui ont participé au projet. La grande majorité, c'était des gens avec lesquels j'avais déjà travaillé, des amis, des collègues, des gens avec qui on avait une relation de confiance. Mais ce que je me rendais compte, c'est que les images, comme on travaillait avec différentes versions des maquettes de la bande dessinée, permettaient d'ouvrir des discussions qui étaient différentes finalement. On pouvait aller ailleurs, puis justement
en travaillant par réponse ou résonance aux images, en utilisant que ce soit des images d'archives, que ce soit des illustrations plus abstraites, puis tout ça, on allait fouiller d'autres zones qui étaient moins souvent mobilisées, je dirais, à l'intérieur de nos conversations qu'on avait eues jusqu'à ou nos contributions, puis tout ça. Donc, à savoir, est-ce que ça permet d'ouvrir des discussions? Je pense que oui, c'est une bande dessinée finalement qu'on a éditée et qui s'est vendue à, bon, je pense qu'on est imprimé à 13 000 copies, ce qu'on n'attendait vraiment pas. Donc, ça a permis finalement d'ouvrir le dialogue entre ma propre expérience, l'expérience des contributeurs, contributrices et le lecteur, lectrice qui est appelé à fouiller dans son propre bagage, à savoir qu'est-ce que je connais pas, et d'où viennent ces savoirs que je crois avoir sur les réalités autochtones, mais sur les réalités coloniales du territoire qui m'a vu naître ou qui m'héberge ou dans lequel je réside, puis d'ouvrir un petit peu ce dialogue, cette réflexion ensemble. Donc, c'est toujours difficile à savoir l'impact réel, finalement, d'un projet comme ça, mais je pense que c'est comme une façon de contribuer parmi d'autres. L'idée non plus, comme je vous disais, c'est peut-être d'ouvrir des petites fenêtres expérientielles, puis par la suite, dans la bande dessinée, on référait à des œuvres d'art créées par des personnes autochtones ou en collaboration avec, pour qu'elles racontent elles-mêmes leurs perspectives, leur réalité. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une bande dessinée qui est maintenant utilisée dans l'école secondaire, collégiale et universitaire. Donc, c'est comme si le dialogue, ça a sa propre vie, c'est un dialogue qui continue à travers tout ça, puis qui permet d'ouvrir des discussions. Évidemment, à la question si je crois que l'art peut avoir un impact, évidemment que oui, mais c'est toujours difficile de mesurer l'impact réel finalement. Mais je pense que c'est la mise en commun de toutes ces initiatives-là qui finit par peut-être pouvoir faire une différence. Merci beaucoup. Great. Majiza. Oui, so big topics. For me, as a tap dancer, it's an art form. Automatic. It's like drawing. It's like dance is a part of my life. It's been in my family. My grandmother was my teacher. So for me, it definitely has the dialogue around it for me has come from oral history. And tap dancing, a big part of tap dancing is oral history because it comes from the time of slavery. So I know for us in terms of our art, it's definitely a way to start dialogue because if you are a good tap teacher, you teach the history. You don't just teach tap dancing. You always let people know about where it comes from and the struggles that we all experience trying to do our art form, from it being appropriated in the 20s to, you know, it having a huge rise in the 90s, and still people aren't even sure what tap dancing is. Sometimes they think of it as more of like they think of white artists, but really it's a Black art form. So I find that tap dancing as an art is definitely a very open space for talking about community. Because for me, tap dancing is a community. It brings people together. I've been teaching for over 15 years, different people from different walks of life. And one thing I notice is that when they come to class, it doesn't matter what religion they are, what race they are, we actually can speak and discuss about life and through the dance, because it creates anything from, like, people get frustrated in class, people get challenged in all these different ways. So it creates a dialogue, just a human dialogue, that I think is one of the most beautiful things about art for me. I've used tap dancing to express myself through injustices in my life. I was the victim of police brutality. I was assaulted. They broke my arm, and that stopped me from teaching for a long time, which took a big part of my life from me. And as a Black woman, as a Black person, you know, we've been oppressed so much. So for me, I was able to incorporate my struggle into my tap dancing, into my teaching, because it became a part of my story. And I was able to share that through dialogue. And it was something that I would tell little kids, little children who grow up in the suburbs, like white kids, they'd see their dance teacher and see her arm and ask me why, and I'd be honest with them. So it creates a huge dialogue around injustice, around, you know, what is a police officer? What is racism? And then these are these big discussions we get into with like 9 to 13-year-old kids who come from places that don't really talk about it. So I think there's a huge place for discussion through art, whether it be dance, singing, poetry. For me, it's changed my life definitely and helped me be able to express myself more. And like what I just said, I'd say art definitely does unlock a lot of issues for people, because I think art is a way for people to express themselves. So that can help them overcome a lot of their own personal issues. Or art is something they do for work, and it might not be as passionate for them, but they still have a medium for it and they use it how they use it. So I think that
there's endless dialogues to have around art, because art is also the opinion of so many, everyone has a different opinion. So I think that because no one's opinion is the same, if you can do it in a healthy and constructive way, like we are right now, you know, discuss how all of our opinions are different, but through something as connective and beautiful as art. Mm. In terms of I feel like my history is a big part of what makes art a dialogue for me. I'm lucky enough to come from such a rich history with my family, and then also to be gifted this art form that really set the tone for my life. I never thought that tap dancing would take me as far as it did in terms of all the different avenues I found, from public speaking to just working in schools, elementaries, high schools, mentoring kids. So I think that there's there's a lot of space for us to use art as a way to change history. Because for like I said, our history comes from the Black slavery times with tap dancing. And a lot of people don't realize, but we're expressing our oppression as much as our Black excellence when we tap dance. And when we transfer that to our students who aren't Black, by teaching them the history, they're respecting and learning to be accepting, tolerance, all those things that humanity needs to work together and be together. So I think I'm really grateful that tap dancing is what's my avenue, and any art form that can be used to just discuss and free ourselves from the injustices of this world. Mhm. That's where I'm at. Thank you, Majiza. So yeah, thanks for the introductions. Just hearing you, I think one of the things that's coming out, I think you mentioned an interesting line, is that a good tap dance teacher is also a good teacher of history, Yes. right? And history plays a big part in this, but with history comes a lot of discomfort, because you have to acknowledge some truths that either if you're a young person, you just come into this world and you realize there's a history that existed before you, that the world is not fair. But for both of you, I don't know whoever wants to speak about it, this discomfort, what's the role of discomfort in the artistic experience in terms of helping us come to terms? I think that, you know, life is all about discomfort and finding ways to live with it, you know, and finding ways to, like, you know, there's a rock in your shoe, you shake it out. So it's like, if you're uncomfortable with something, you have to still approach it with like an open mind. Not everyone's raised that way or is just that personality type, but, you know, I think that people in the art world have very strong opinions, but are also very open to hearing others and experiencing what else it could mean. And I think that kind of, you know. Ouais. Puis moi, je suis d'accord. Puis je pense qu'il n'y a pas vraiment de mouvement ou d'apprentissage possible sans justement cet inconfort. Tu sais. Puis évidemment, la question, c'est pas de créer de l'insécurité, mais un petit inconfort pour créer une brèche pour finalement ouvrir ces récits ou ces préconceptions ou ces manières de voir qu'on croyait avoir, que ce soit, tu sais, par rapport aux histoires tellement méconnues de l'esclavage ou de les réalités coloniales chez nous. Je pense qu'on a besoin de cet inconfort-là pour pouvoir aller plus loin puis réussir à justement créer une brèche dans ces récits-là. Si on parle juste, par exemple, à ce qu'on a appris à l'école, tu sais, que ça soit sur les histoires diverses, finalement, les histoires du territoire, les histoires coloniales, les histoires de toutes les violences qui ont été perpétuées à travers le monde. Je pense qu'on a besoin, finalement, l'art est un des médiums qui permet, finalement, on n'a pas nécessairement besoin d'attendre que les programmes pédagogiques, on sait que c'est en branle, c'est assez long. Il y a beaucoup de mouvements qui viennent, qui ont permis, finalement, d'écrire ça. Puis j'ai juste en exemple, par exemple, tu sais, la journée du chandail orange en septembre, c'est venu à travers un récit, un témoignage d'une survivante des pensionnats autochtones à travers une bande dessinée qui a finalement apporté c'est cet enseignement dans les écoles avant même que le programme soit révisé, que les manuels scolaires soient mis à jour, Puis ça, c'est juste un exemple parmi tellement d'autres. Ce qui est, je pense, un enjeu, c'est qu'il faut savoir aussi, là, je parle plus dans un contexte d'éducation, quand on utilise finalement des créations artistiques qui créent un inconfort, il faut savoir un peu déplier ces savoirs difficiles-là. Donc, l'idée, évidemment, c'est pas juste de jeter ça, puis encore là, si on prend l'exemple des pensionnats, finalement laisser l'enfant ou l'étudiant autochtone avec cette détresse-là et les non-autochtones avec ce sentiment de culpabilité, puis tout ça, où on va se camper ou on n'avancera pas. Et c'est quand même un gros défi, je pense. C'est un gros défi pour les enseignants, mais là, je parle d'un peu autre chose, mais de déplier des savoirs
ou des savoirs difficiles auxquels ils n'ont pas été eux-mêmes sensibilisés ou éduqués. Donc, mais une chance qu'il existe finalement ces créations artistiques-là pour réussir à apporter ces dialogues-là, ces témoignages-là, puis ces apprentissages nécessaires à l'intérieur du système d'éducation, puis au niveau de l'éducation populaire également. Là. Oui. I see it with my students a lot. Like I teach in the South Shore, for example, which is a heavily like white English Anglo area. And a lot of those kids they want to do tap dancing just because they think it's fun. And then when I actually explain it to them, the shock in their face is like the discomfort. It is a little uncomfortable, but they're young, so they can bounce back from it and understand that, okay, this is a part of life and this is a part of history. But when it's with older people, sometimes the adults you can see a look in their face where they're kind of, it's like I'm tainting tap dancing for them or something, or I'm making them feel less comfortable doing something because I'm saying that it belongs to a certain people. It's like, just do it with respect and all is well, but also know what it comes from so that, you know what it comes from. I feel like if you want to do anything, whether it be recreationally or learn it to be a master, you got to know the basis, and the basis is its foundation. That's right. So Thank you. Yeah. The support that teachers need to help their students facilitate this new knowledge for them and for their kids. It is important. I want to put it out to the audience. Hi, everybody. Out here. This is a public conversation, and I'm very good at holding silence, so I will just sit here for a while. And just put up your hand or just start talking when you feel comfortable. If anyone has any questions, we'll just get a microphone to you also. Okay. Yeah. Majiza, Majiza, and Philip with one L. Yeah. All right. And just what the very last thing that you said about talking about this discomfort, where the children are more surprised and they're open to it, and the older people aren't so open to it because you're saying that it may belong to somebody else. Could you dig a little bit deeper? I'm sure there's so much more there. Well, tap discomfort. dancing is a Black art form, and it was appropriated over the years. And a lot of people don't really know where it comes from. A lot of people, when you say tap dancing, they think Gene Kelly or Fred Astaire, and they took it from us. They learned from like old Black masters from Harlem, New York, and they gave them their respect. But it's just because at the time, like, we weren't allowed to perform without blackface, so a lot of us just didn't perform. So people started believing that tap dancing isn't necessarily from us, or it's more of like just an American thing, but it's a Black American thing. And I think for when non-Blacks take part in any how would I say this, like, whether it's for Indigenous things, like people who want to go to powwows and go maybe take part in some of the dances, like, you have to do that with a certain level of respect and understanding of what it comes from. And it might create some discomfort in yourself, but I think that comes from, growing up with certain conditioning and believing certain things that you think are real, and then someone tells you, no, actually, this is the facts here, and it throws people off of it. But I think that for me, tap dancing is a collective art form. So it's meant to be done as a community. It doesn't matter what race you are or anything, but if you're going to come into it, it's just about being part of that grounded roots foundation and understanding that you're being let into something. It's a privilege especially to learn it from someone of the people. And so I think, sometimes there's a bit of white fragility sometimes with some of my specific students, where I can see that they're like a little more sensitive about doing it because of what it comes from. And it's like, that's not why I'm saying it. I'm saying it so you learn, just so you have that in yourself to know, okay, well, I'm representing this art form and I know where it comes from, so I'm doing it justice. And it's as simple as that, but people tend to feel more feelings than they should sometimes. About things that are just life. It's history. Right. We can't change it. We can't change who we are or what we were born. So we just got to learn to live with all of it. It just seemed to me that maybe the children, they're much more malleable. Oh, because so they're much more, much younger. so much more. And older people are more hardened in their, and then you use, on top of hardened, you use the word fragile. So the harder it is, the harder you are, the more fragile you are. For sure. What a Yeah, it's a contradiction. Agreed. Thank you.
C'était plus un commentaire. Puis je me demandais aussi les personnes qui sont dans la salle, mais les personnes qui sont en ligne, s'ils avaient des expériences. Moi, j'ai quelques expériences de théâtre de rue, puis un peu de théâtre, mais beaucoup de théâtre de rue. Puis c'est vrai que puis c'est du théâtre un peu politique, là, sur des enjeux, notamment l'accessibilité des services publics, des choses un peu comme ça. Puis les gens dans la rue ont tendance à avoir des réactions très viscérales et très, ouais, très expressifs. Puis je me demandais si, tu sais, comment est-ce que on voit la responsabilité des personnes qui créent ces réactions-là? Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé, Maïja puis Emmanuelle ou les personnes qui sont en ligne, là, de créer ce type de réaction-là en essayant d'utiliser l'art? Puis c'est ça, comment vous gérez ça après, une fois que ces affects-là sont relâchés? Voilà. Well, I think recently for me, how I met Alexandra, who just asked that comment, we worked on a play together on a piece, and it had a real serious statement in it, and it made a lot of the audience uncomfortable. It was clear when we did the show afterwards, there was like a silence in the theater, and it was a show about a Black woman who's the victim of a trauma by a white person, and she gets to decide his fate and how he'll be killed. And so you never really find out exactly what happened to her, but through that experience, it speaks on the walking of eggshells that white people do around Black people sometimes, and how we feel in like bureaucratic like situations, and always just being made to feel differently. And so for the first time that came out in like a Quebec theater, a French play, they don't usually do things with like Black female leads and stuff like that. So the audience was primarily white, and I did a talk back with some of the audience people, and they asked me things like one white man specifically was like, oh, why are we like, when I was in Dominican, I was called a gringo, and why do people treat people like that? And it was in my head, I was like, why are we having this, like in my head, I was like, why are we having this discussion at this thing when it's really about something bigger? And they were trying to like, people were trying to pick at it and create their own opinions of something where it's like, it's not, this wasn't necessarily made for you, but we're letting you see it. So just open your mind a little bit too, you know? You don't have to come in so direct with your experience, because this play is not about your experience. And so, I mean, street theater, I can only imagine what happens with people walking by and seeing things, asserting their own opinions of what they see. But it was a very great experience to see that. I think we need more spaces like that where people can really just speak about things that are political or are, you know, hard to talk about, and we can listen to each other and not just, you know, yeah. Ben, je pense qu'il y a différentes façons aussi que l'art permet ce genre de situation-là. Moi, je pense qu'on a besoin de ces différentes façons. Il y a des fois, on a besoin justement, comme on parlait, comme je disais tout à l'heure, de shaker un peu plus fort. On a besoin d'autres façons. Moi, ce qui m'est venu en tête, c'est que j'avais fait une courte bande dessinée sur l'aide médicale à mourir, sur l'expérience de mon grand-père de l'aide médicale à mourir au tout début de la loi, parce que moi, quand ça m'était arrivé, je me disais, on a tellement peu d'imaginaire, peu d'idées pour finalement aider les autres à se préparer, même si chaque expérience est différente. Puis ça, j'avais fait un témoignage, c'était très court, puis tout ça. Puis dans des conversations, j'avais été invitée dans des conversations, puis j'avais eu des gens qui avaient des réactions assez, qui étaient choqués, en fait, puis des réactions qui étaient même choqués du choix de, tu sais, comme c'était un peu la même chose, on se dit, tu sais, comme on est là pour parler, c'était une conversation comme là sur l'art, mais des gens qui voulaient me dire que, ben, ils trouvaient qu'il n'aurait pas dû choisir ça, ou est-ce que vraiment, tu sais, puis je me disais, c'est que ça va toucher quelque chose que je pense qui est intéressant. De la même façon, quand on a des conversations sur la bande dessinée, c'est le Québec qui est dans mon pays, puis je vois des gens qui réagissent, on n'a pas à se sentir coupable, puis tout ça, ben moi, j'ai tendance à essayer de renvoyer la question à dire, mais qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Qu'est-ce qui vous fait réagir? Parce que je pense que ces points de réaction-là, ces points de sensibilité-là, ben, sont révélateurs de quelque chose. Fait que je pense que la première étape, ben, c'est peut-être d'aller un petit peu faire tes devoirs, puis aller fouiller qu'est-ce qui te fait autant réagir.
Mais je pense que moi, personnellement, je me voyais surtout une responsabilité par rapport aux contributeurs de la bande dessinée, je dirais plus spécifiquement des contributeurs autochtones, parce que les contributrices autochtones qui m'avaient fait confiance là-dedans, que je voulais finalement qu'eux sentent que la manière que la BD serait amenée respectait finalement leur confort. En fait, je voulais surtout pas créer d'inconfort de leur côté. Okay. Après ça, la façon que c'est reçu à partir de là, quand chacun parle de sa propre expérience, de ses propres réalités, ben là, on n'a plus de contrôle sur comment vont réagir les gens, si les gens se sentent mis en danger par ça ou accusés ou tout ça. Mais j'ai quand même fait en sorte, j'ai essayé que la bande dessinée, dès le départ, qu'il y ait une conversation sur la question de la culpabilité pour pouvoir ratisser le plus large possible, pour que les gens baissent un petit peu leur garde, parce que c'est sûr que si les gens, dès le départ, ils se sentent super culpabilisés, puis qu'ils sentent « oh non, c'est moralisateur », tout ça, puis qui déjà sont... Fait que, il y a plusieurs techniques. Il y a des fois aussi que ce genre de réaction-là, un peu in your face, est utile, puis après, par autre chose, il va y avoir un déploiement par ailleurs. Mais moi, comme c'était ce que je considère quand même une co-création, je sentais comme une certaine responsabilité quand même qu'il n'y ait pas trop de ce type. Je ne voulais pas finalement créer un rebound pour les personnes qui avaient participé. Je ne sais pas si c'est pas très clair, là, mais... C'est quoi la façon que vous créez cet espace ou ces processus de collaboration avec les gens pour garder ce espace sécuritaire? Ben, encore là, juste spécifiquement dans cette bande dessinée-là, comme ça a duré 5 ans, puis que les maquettes étaient constamment envoyées à une 50aine de personnes, au cours de j'avais beaucoup de commentaires, puis là, j'essayais finalement de me dire, bon, si cette personne-là réagit de telle façon, c'est peut-être parce que quelque chose là. Puis il y avait différentes façons de contribuer. Il y en a qui ont fait vraiment des partages de souvenirs, il y en a partages de souvenirs communs ou historiques, il y en a qui c'était des témoignages, d'autres c'était des avis critiques. Quand c'était plus un avis critique, je me disais, ben, si ça l'a touché ou ça l'a insécurisé quelqu'un, ben, ça risque d'insécuriser d'autres. Mais ce n'est pas arrivé beaucoup, je vous dirais, mais à travers les conversations, comme la bande dessinée a été beaucoup exposée, puis tout ça, on a eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de monde. Fait qu'on je connaissais un petit peu finalement, évidemment, on ne connaît pas toujours les angles morts de ce qu'on fait, mais ça a été tellement discuté que j'avais l'impression qu'on avait trouvé des mécanismes narratifs pour éviter certains... Mais encore là, une fois qu'une œuvre est publiée, puis c'est un peu le but, c'est que les gens se l'approprient, puis après ça, avec leur susceptibilité ou leur sensibilité, ou que je parle plus au niveau de la réaction là, par rapport à la culpabilité coloniale, je pense que si ça les fait travailler, si ça nous fait travailler, je dirais, là, c'est une bonne chose. I agree. No, it's true. The more people involve the people, like if you're going to do a project on something, you should definitely take the time to speak to the people that it could affect the most and get their opinions. And a lot of them, because all of them have different opinions. Like as a Black person, I have different opinions than other Black people. And like, if someone's going to mount a presentation about the Black experience or something, then you have to communicate with all of them to at least get some sense of truth and some sense of realness. And it's also just respect. I think that, and it creates the dialogue properly, if you're willing to talk about it, then it's great, Mais surtout moi, en tant que personne non autochtone blanche, qui traite d'un sujet qui... C'est ça. En fait, la question, c'était les relations, mais tout de même, je trouvais qu'il y avait quand même je parlais quand même d'un sujet super délicat dans une positionnalité, puis c'est ce que tu parlais un peu de reconnaître sa posture aussi, puis de faire attention de rester, rester à sa place, c'est un peu péjoratif, mais ce que... It's respect. It's really it's simple. It's simple. Ouais. If more people practice it in that simplistic way of just, this isn't mine, so I should ask and get permission to make sure I'm doing it right. Wow. We'd avoid so many real issues and debates about things that don't need to be, like, people who think that they have the right to put things on. It's like, if you have to think twice, then that means it's probably you need to get some help with it. So I have a lot of respect for you for that, because your project has done well and it seems to have represented them well. But that's because you took the time and you cared enough to respect their culture. C'est sûr que ça ne nous empêche pas de faire des faux pas, des erreurs. Il y a toujours quelque chose auquel tu n'as pas pensé. Comme tu dis, il y a tellement de façons de le recevoir, il y a tellement de personnalités, il y a tellement de... And art is also
Exact. Yeah, exactly. It takes on a life of its own sometimes. Ouais. We do have a question online. Kabisha, if you don't mind, you could turn on your microphone and ask, or you could write it into the chat. Hi, sorry, my internet connection was unstable, but were you referring to me online? Yes. Okay, awesome. So my name is Kavisha. I actually have been living in Burgundy for about 20 years or so, and I feel like I've seen you around the neighborhood, which is also and I had a little bit of an opportunity to do some oral history research, and I think I had ended up transcribing one of Ethel's oral history, so that was pretty wonderful, and wonderful to see you in the space as well. And I think this is also a very timely discussion, because I've kind of been trying to like figure out how to navigate a lot of political repression that's been going on, and especially in institutional like higher ed spaces, particularly around the Palestinian struggle for liberation, and what that looks like, and kind of to offer my thoughts and to offer my art, particularly from a lens of coming from a people who have experienced occupation and militarization of our lands, and kind of speaking from that lens. So I like that aspect. I don't know your name, but the person who had asked that question around the viscerality of the reactions that can take place depending on the art that's put forward. I kind of wanted to gauge people's thoughts about how do you navigate when the art you put forward in terms of resistance and celebration and disruption ends up being repressed. Yeah, how do you start to navigate that, or what are sort of contentions? Do you strategically refine your art? Do you find other spaces to express yourself and to your art? How do you form that connection, that disruption, without, by still navigating those acts of kind of being shut down? Thank you, Kabisha. Yeah, very, very good questions. Is it possible when art is repressed? I mean, considering now with art being available in so many different mediums, right? It's so available. Is art repressed in the same way that it even was in the past? And is there other spaces obviously available? it's more accessible. It's more accessible. It is, but as an artist, I think you want your stuff to be seen, right? And sometimes that means that knowing your foundations and knowing what you come from, regardless of what people think, you have to create the space. I think it's not so much as finding one, but creating it, because they're not in this for us, so we have to make it happen. And whatever form that takes, whether it be, sometimes it's a long journey creating the space, and you just have to keep that faith in yourself and your art form and know that what you stand for is right. Like I fought the city of Montreal for 7 years, and they broke my arm, and it was the longest 7 years of my life, but I created the space for myself to do that, and I was supported in it. So it's also a really important thing to be able to have these spaces where you can feel supported, because Kabisha, I support you 100%. We should meet up and talk and figure out ways to get your art out there for sure. Because I think that when you say something that not everyone likes, it's just part of life. So at the end of the day, you have to just really move forward and try your best to create the space for your work, because it matters, Thank you for the question. That was great. Yes, we have another question here. Un commentaire, oui. Pour rebondir sur l'idée, ça me fait vraiment réfléchir. Puis en fait, ça me fait penser à comme des personnes non autochtones qui avaient voulu faire des pièces de théâtre. Puis il est arrivé la même chose avec la communauté noire aussi. Puis en fait, c'est la question, je pense, de la légitimité, puis de qui crée, puis le lien que cette personne-là a avec la communauté. Puis dans le cas d'Emanuelle, étant non autochtone, tu es quand même t'es allé porter des voix autochtones, puis ça aurait pu être mal reçu. Mais je pense que comme tu expliquais, il y a un travail aussi de création de liens, puis de légitimation aussi de qui tu es par rapport à la communauté autochtone, puis aux gens avec qui tu as travaillé, qui fait que
ton document, ta BD a été vraiment, vraiment bien reçue, puis que les gens qui sont à l'intérieur, je crois, ont senti que leur voix était bien portée. Parce que Geneviève a dit pas, c'est qu'elle est l'une des contributrices de la bande dessinée. Fait que peut-être juste, je sais pas si tu te sens à l'aise de parler un petit peu de justement de la raison, toi, pourquoi tu as décidé de participer à cette bande dessinée-là, ou comment au départ, ou je sais pas. Je pense que c'est ça. C'est comme l'aspect, en tout cas, c'est la question de la personne en ligne m'a juste fait penser à l'aspect de légitimité puis de relations qu'on bâtit. Puis dans notre cas, sans qu'on se connaisse nécessairement personnellement, on était, je pense, j'avais une confiance en toi, puis que mes propos allaient être bien rapportés. Puis aussi tout le travail d'aller-retour que tu fais avec nous pour valider que ce qui va être publié vraiment est ce qu'on souhaitait dire. Puis même quand tu nous dessines, tu nous as renvoyé le dessin pour dire est-ce que tu trouves que ça te ressemble. Là, je dis, mais non, change mon nez. Non, mais il y avait une confiance parce qu'il y a une relation qui était préexistante puis qui a continué à s'établir dans le processus. Puis je sentais que tu revenais souvent vers moi, c'est ça, pour valider. C'est ce que je pourrais dire sur le processus. Ouais, merci d'ailleurs, Geneviève, pour ton témoignage. Puis, je pense que tu amènes quelque chose d'intéressant aussi parce que beaucoup comme je disais, de vous, des contributeurs de la bande dessinée, on avait soit des relations préalables de confiance ou peu importe, mais c'était quand même arrivé avec maintenant, est-ce que je peux vous dessiner? Est-ce que je peux avoir quelque chose d'artistique plutôt qu'un discours anthropologique? C'était quand même un terrain un peu glissant, là, quand même, surtout moi qui n'étais pas une illustratrice, qui n'étais pas une dessinatrice, mais ça s'est passé, justement, la pièce dont tu parles, quand il y a eu l'histoire avec Slav puis Kanata, qu'on se rappelle avec le Théâtre du Soleil, puis Robert Lepage, puis tout ça, c'était parallèlement à quand je travaillais sur ma bande dessinée, puis tout ça, puis je m'étais dit que, on parlait beaucoup d'appropriation culturelle, mais dans l'espace public d'une façon qui était plutôt mal compris, en tout cas au niveau des médias québécois francophones. C'était un peu n'importe quoi de qu'est-ce qu'était l'appropriation culturelle. Puis il y avait beaucoup de levées boucliers qu'on parlait tout à l'heure, des sensibilités. Les gens se réagissaient beaucoup à ça sans comprendre vraiment. C'était vraiment la demande finalement qui avait été faite par rapport à la pièce Kanata qui est co-signée. Il y avait eu une lettre puis tout ça. Puis je pense un peu la même chose, la question pour la pièce de théâtre slave était complètement détournée, mécomprise. Et puis, donc moi, je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais inscrite ici au Centre d'histoire orale puis de récits digitalisés. Oui, Digital Storytelling Center. Oui, voilà. Puis j'avais une formation par Stéphane Martelly sur justement la légitimité de la parole, tout ça pour dire la légitimité de la parole par rapport à l'appropriation culturelle, puis tout ça. Puis moi, ça m'avait tellement fait, alors que j'avais l'impression à l'époque que ça faisait plusieurs années que justement je travaillais dans le milieu autochtone, puis j'avais travaillé en interculturel, puis j'avais l'impression finalement j'avais la prétention d'être capable de traiter de ces sujets délicats ou de bien faire les choses. Mais ça avait été une opportunité de tout revisiter finalement, ses manières, ses préconceptions. Puis je pense que ça arrive souvent en tant qu'allié ou bien peu importe comment on appelle ça, dans des personnes qui travaillent dans le domaine. On a l'impression finalement qu'on a compris les limites, les frontières, puis tout ça. Puis on s'assoit un peu là-dessus, puis on continue à faire de la manière qu'on avait fait. Puis moi, ça avait été super intéressant parce que ça m'avait beaucoup remis en question, beaucoup challengé, créé beaucoup d'inconfort, en fait, cette formation-là, mais qui m'a tellement permis, je pense, Puis c'est un processus continu, tout ça pour dire que, même encore aujourd'hui, si on refaisait le projet, je le ferais différemment pour plein de choses. Si la collaboration serait différente, puis si on le referait dans 10 ans aussi, je pense que c'est quelque chose aussi que... Climate matters. Ouais, voilà. Alors, même si vous avez incorporé un processus que c'est basé sur le respect, tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, la prochaine fois que vous faites, ça va être différent et beaucoup peut-être plus respectueux. Alors, c'est toujours un processus. Alors, that's interesting because I don't think people sometimes always feel that it's such a hard thing to do, to always be checking in, right? And I think maybe artists or anybody who's in a creative world, they feel that if they're over collaborative, then things get diluted in some ways. But that's not what happens here. No, me and Alexandra worked on the show we worked on. It was written by a British Black woman, and it was put on here by a white Quebecois woman in a French translation of her play.
And it was, you know, it could have been very sensitive for that to be done. And they made the choice to basically hire majority Black women to work on this project in the background, on stage, everything. And Alex, your position was like, it was to deal with these types of things. I don't even know what. Dramaturgs? Yeah, so, and I felt like she was there to protect like the integrity of Black people, to protect the Black woman's how she's being like represented. And me too, I was there for that reason as well, with the actress and stuff like that. But it was the white woman who put this play on, she made it a point. She's like, I don't feel like I can put this on without you guys. Like, I wouldn't feel right doing that. So it really is that it was more legitimate because she made the choice to, you know, there was no question of legitimacy of her putting that play on, because she did it with so much respect and collaboration with all of us, you know. Yeah. I'd like to read something actually from your graphic novel, which touches on this. It was actually a tweet. So I don't actually put who actually said the tweet, but you'll recognize it when I'm reading Jesse it. Wente. Jesse Wente, yeah. It says here, if non-Indigenous Canadian artists want to make work about residential schools, why not tell the part of the story that is yours? The story survivors is really not yours to tell, but there is a side of the story that you should explore deeply. And I imagine that story is different from every person who doesn't identify with the group that they're trying to tell the story of. Yeah. But I'm wondering, what was your story? Ben, en fait, c'est exactement le pari ou bien l'objectif que j'essaie une partie de déplier par la bande dessinée. Tu sais, moi, justement, tu sais, quand je réfléchissais à la légitimité de la parole ou de l'appropriation culturelle, j'étais tombée sur un tweet de Jesse Wente qui est devenu par la suite le premier président du Conseil des arts, premier président autochtone du Conseil des arts du Canada, mais à l'époque qui était dans les médias en tant que producteur, plein de choses. Puis moi, ça m'avait vraiment beaucoup parlé parce que je me sentais tellement plus légitime, et je trouvais que même d'une manière égoïste, je trouvais que c'était tellement plus nourrissant pour moi d'aller fouiller là-dedans et d'inviter d'autres lecteurs allochtones à aller fouiller notre côté de l'histoire que de raconter ces histoires-là. Tu sais, mon but, ça n'a jamais été de raconter l'histoire des pensionnats, mais c'est sûr qu'en anthropologie, on se ramasse à faire des recherches beaucoup au sujet d'eux. Puis moi, c'était quelque chose je trouvais du moins qu'il y avait besoin pour cette bande dessinée-là. C'est un peu la question que je parlais, tu sais, quand je voulais parler de sécurisation culturelle autochtone, puis je me disais, oui, mais qui raconte? Tu sais, la question du qui raconte est vraiment importante. Donc, j'avais ouvert un petit chapitre introductif pour parler un petit peu de, bon, évidemment, moi, je ne suis pas une personne autochtone, je n'enseigne pas au quotidien à des étudiants autochtones. Je ne suis pas la directrice de Kiuna qui est le cégep autochtone, qui était partenaire de la recherche, puis je trouvais que c'était vraiment important. Et puis, ce tweet-là est comme arrivé en même temps, et je trouvais que ça validait vraiment la démarche, et que je trouvais que c'était un petit peu l'idée qui était précisément la préparation à la rencontre, d'aller revisiter ma propre expérience de non-rencontre avec ces réalités coloniales-là, avec les réalités autochtones. Donc, je suis vraiment repartie de ce que raconte la bande dessinée de mon enfance passée en rive sud de Montréal, à une 50aine de kilomètres de Ganawagi, dans une complète méconnaissance de réalité autochtone dans laquelle j'ai vraiment une invisibilité totale, si ce n'est que pour la littérature jeunesse stéréotypée, les costumes d'Halloween, puis et jusqu'à finalement un processus qui finalement de rencontre avec Stanley Volant, avec le début de la maîtrise, puis tout ça. Puis l'idée de cette bande dessinée-là, c'est pour ça que le tweet se trouve vraiment au début, c'est parce que ça souhaite, comme je disais un peu plus tôt, que chacun des lecteurs, lectrices, chacune des lecteurs, lectrices passe par le même processus, puis se pose des questions, puis ça permet aussi de faire un petit ménage intérieur, tu sais, quand on se rend compte finalement, ah oui, je pensais ça, mais d'où ça vient cette connaissance-là? Ah oui, c'est le fameux tableau algonquin et roquoien à l'école, ah oui, tu sais, comme de se préparer à cette rencontre-là pour aller à l'écoute par la suite, puis d'avoir une meilleure écoute, tu sais, une écoute à 3 oreilles, là, tu sais, qui inclut le cœur. Ouais. Le ménage intérieur, c'est vraiment quelque chose d'important. On a demandé la question, où est-ce que c'est bien nos idées, nos valeurs, nos pensées, nos douleurs, peut-être quelque chose qu'on entende. Yeah, merci. That's good. But take it back to the crowd. I see some new folks out there. We're back in virtual land.
Silence is nice. Merci. Encore. Merci. C'est ça, je trouve ça vraiment intéressant d'habitude, il me semble qu'on voit l'art plus comme quelque chose qui choque, c'est un choc ou une espèce de coup de poing qui crée des malaises, qui essaie de faire réagir. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je vois souvent l'art. Puis, de travailler avec des artistes, mais aussi cette conversation-là, ça montre que c'est pas que ça peut être l'art pour l'art, mais que l'art, c'est aussi un moyen d'éducation. Dans le fond, toi, tu t'en parlais bien, Majiza, d'utiliser ce médium-là pour discuter ensemble, mais aussi pour apprendre ensemble. Je trouve ça vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ben, je vais rebondir sur ce que tu dis, Alex. Moi, je fais comme l'avocat du diable, mais comme il y a une partie mettons, de mes préjugés envers l'art, qui est aussi l'art comme quelque chose pour aborder des sujets plus légers puis moins sérieux. Puis tantôt, quand vous parliez de tap dancing, puis comment ça a des origines dans la communauté noire, tout ça, puis comment on s'en sert pour parler de choses vraiment sérieuses comme du racisme puis de la violence, puis tout ça, c'est comme que je trouve pas que ça me confronte parce que je veux dire, je suis consciente que ça peut servir à parler d'avoir un impact politique, mais je trouve qu'il y a un côté où est-ce que c'est comme si on disait, c'est comme si les revendications puis les choses sérieuses se produisent comme dans les institutions puis dans l'académie, puis que l'art sert à des choses plus légères. Comme qu'est-ce que vous, disons que je vous arrivais avec ça, comment vous, qu'est-ce que vous en penseriez? I think that kind of plays on like the two sides of like life, where it's like some things are serious and you can still find some not humor in it, but you can find a lightness in it sometimes where you can talk about it without feeling super depressed or super sad. And especially with children, I notice it the most is where they look a bit shocked, but then they start, kids are innocent, so they have nothing really in their heads yet, so you can kind of like tell them what this is for you. And then I think that a lot of kids, they look at me and they're just like, oh, wow, okay, yeah, I get it. And it's just that simple. Whereas I think when I work with my adults, there's a little bit more inner, there's more stuff going on inside of them. I notice with adults actually that they tend to be more self-conscious in general versus with kids I teach. Like a child will make a mistake, we laugh it off. An adult will make a mistake, they'll swear, they'll like kind of walk away for a second and just get like very angry. So I find that there's a lightness you can find a lightness in everything. And I think art is as much political and like just aggressive sometimes as it is. Yes, we want to make it fun, and especially in schools, kids think art class, this is so great, this is so fun, we're going to draw. But sometimes a good art teacher would make them draw something with a bit more meaning, something that like draw like landfills, or like draw like like something that's more, that makes them have to question it and see that you can mix art with the heavier themes of life. I think there's a space for both. Puis je pense que ça renvoie à la question de qu'est-ce que l'art, là, qui est quand même la grosse question. Là. Moi, je me considère pas nécessairement comme une artiste. Je me considère, en fait, il faut choisir entre anthropologie. Parce que entre la créativité puis l'art, si on avait, par exemple, des gens qui étudient en histoire de l'art, peut-être qu'il y aurait une vision de l'art plus comme l'art institutionnalisé ou... Mais évidemment, moi, ayant fait mon doctorat au département d'éducation par les arts, ou j'appelle ça éducation par les arts, mais c'est éducation artistique, là, art education. Tous les artistes-chercheurs que j'avais autour de moi, et les enseignants, c'était tous des gens qui utilisaient l'art pour adresser des questions vraiment très, très importantes, avec un impact social, politique, que ce soit... un film sur les prisonniers politiques en Syrie, sur les trajets migratoires des familles immigrantes, que ce soit sur les questions environnementales. Donc, moi, c'est sûr que j'ai toujours été entourée, comme je n'ai pas grandi j'ai pas été
j'ai pas vraiment été éduquée ou j'ai pas tellement évolué dans les milieux artistiques pour l'art ou pour la démarche sur la forme, mais plus sur le message, l'art comme un médium ou un vecteur. Ben évidemment, moi, j'ai une vision qui est un peu plus... mais je pense qu'il faut un peu de tout ça, finalement. Puis même l'art fondamental mène souvent à des questions, finalement, qu'on n'aurait pas vraiment pensées, mais qui sont assez fondamentales ou existentielles. Mais ouais, c'est ça. I mean, for me, art was always discovery. It was always discovery, whether somebody introduced something to me or it introduced something about myself or the way that I think, or it changed the way I think. If anything changed the way I think, it was art, whether it was literature, a painting or just a poem that somebody read or I read. I find that now it's very much available. You can go, I mean, I know I can just go to Alexa and ask for a particular song that I remember I had to discover. I had to go to a record store, take it, go home. And because how I was feeling that day, it transformed me. But now I can just ask Alexa for this Charlie Parker song, which I know, I'm just getting goosebumps thinking about it. It reminds me of a time and a place. And of course, it made me question so many things. What do you mean jazz artists played with string quartets or play with violins and all that? How's that possible? So yeah, it's intellectual, but it really, I think it enters through the heart. I think it enters through emotion. And identity. It And becomes a identity. big part of your identity. I find, Identity is huge for them. especially for the young, because I think that they're the ones who are going through the biggest identity crises sometimes, right? They're figuring out who they are. So having an art form, whether it be literature, whether it be like painting, whether it be dance, it really does give people a better foundation. I think it gives them a stronger sense of themselves because they're open to change. Like you said, like, oh, I learned a really hard new step today. I learned a time step and they feel so triumphant. They go home and they feel like $1 million. And what is that? I wanted to, because I was thinking about that, the connection between movement, the act of movement, the physical act, because you're bringing history lessons within this physical act. And obviously you see something there's a powerful connection, or there's a release, or there's some embodiment. It's cathartic, very much so. Like, cathartic. It's catharsis. it's therapeutic. It's like, because when you tap dance, you're doing percussion with your feet. You're making music, you're also making visual, like it's so many parts, but the connection of your body to the ground is it's like you feel like a tree, like it grounds you inside of yourself, and it teaches you a way to express yourself in a way you never thought you could. Like I've used tap dancing now to do different shows where I actually like tap like my feelings of injustice, like my feelings of being a victim of police brutality. I literally just get on stage and I tap it, and I don't tell people, but they felt it. They're like, okay, that was really intense. And for whatever, it's like, and I feel like sometimes I can transfer that to my students where they start to understand how to use tap dancing to express their emotions or just, work on their confidence. So I think that art is such a deep part of identity, and like creating, like, it's almost like you're your own canvas, right? Like you add to yourself as you grow with everything you learn, like you said, when you found those songs, or, so yeah, I think that it's a beautiful thing. It's great. Je pense que dans un monde qui est beaucoup orienté, dans nos sociétés qui est beaucoup orienté vers la mobilisation finalement de notre intellect ou de le raisonnement ou l'opinion, ou comme je pense que ça permet aussi de mobiliser d'autres aspects de la personne, que ce soit justement le corps, les émotions, puis même il y a un aspect spirituel à tout ça, fait que je pense que ça permet, j'imagine, même, je pense qu'on a tous une expérience puis de création, ou bien même si quand tu parlais de quand on est jeune, les cours d'art plastique, puis tout ça, ce qui permet de finalement de mobiliser d'autres aspects de ta personne qui fait partie de ton identité, mais qui fait partie aussi des capacités puis du potentiel que l'être humain a, qui est souvent un peu sous-développé dans notre système. Encore là, je reviens au système d'éducation, mais on travaille beaucoup à partir de la tête, puis moi, je pense juste en recherche, puis c'est un peu l'aspect qu'on trouve intéressant en recherche-création, c'est que ça permet finalement d'accéder à d'autres zones qui sont très peu mobilisées, dans le quotidien ou dans le fonctionnement de notre société, ou bien, Mais peut-être c'est juste une distraction pour beaucoup de gens, là, ces émotions, cet effet d'art. Ouais. Mais c'est pas une distraction, c'est un opening, c'est une ouverture, je pense. J'espère. Bonjour tout le monde. Comment ça va ici, YouTube, non? All right. Ah, il y a une main. Ah,
Trop tard. There we go. Merci. Je m'excuse, on est vraiment arrivé tard, là, fait que, en tout cas, mais fait que ça peut être confus, mais je vais essayer quand même. Mais je suis pas, moi non plus, je m'identifie pas comme artiste, mais j'ai une question sur l'intersection entre la figure de l'artiste puis, mettons, la communauté. Puis, mettons, il y a beaucoup de projets, justement, puis peut-être vous avez déjà parlé de certaines choses, fait que désolé si c'est... mais il y a beaucoup de projets, il y en a qui appellent ça de la médiation culturelle, où est-ce que, justement, l'artiste va se mettre dans une position de collaboration, puis on dirait, qu'est-ce qui... puis il y a d'autres traditions, par exemple, qui ouvrent le dialogue d'éducation populaire puis la figure où les artistes, ils sont pas nécessairement, là je dis les artistes, là, mais il y en a peut-être qui sont pas encore familiers avec des pratiques, puis je veux dire, de dialogue ou de co-création, puis à qui on a donné on a proposé un projet, mettons, de collaboration, puis on dirait qu'est-ce qu'on pourrait ou quels éléments seraient importants à considérer pour ces artistes qui ont le goût de collaborer. On dirait des fois, je me dis, il y en a des fois, c'est encore un commentaire général, là, fait que l'artiste fait du sens souvent où il peut avoir son mandat de OK, ça, de trouver un pattern, des fois en allant trop vite, fait que de se lancer dans la création, mais de se mettre dans une position où est-ce que, mais c'est qui, c'est quelle histoire on fait émerger ou quel sens émerge. Mais en gros, ma question, c'est comment est-ce que ces deux mondes-là peuvent co-créer? Je ne sais pas si c'est clair. C'est peut-être pas clair. C'est pas clair. OK. D'accord. Ben non, je pense que oui, je pense que c'est assez clair, mais je ne sais pas ce que tu voulais répondre. You first. Ben, en fait, je pense que chaque mandat, chaque histoire, qu'on parle, comme tu disais, c'est difficile de parler de la co-création ou les artistes, mais je pense que quand on part dans une démarche de création individuelle par rapport à une démarche de co-création, déjà, c'est un dispositif mental ou même des autres aspects de ta personne qui doit être différent. Comme je pense que quand tu es en co-création, ben, des aspects qui me vient comme ça, le plus important, ben, c'est l'humilité. D'abord, la capacité d'écoute, puis se sentir au service du projet. C'est vraiment, en fait, des démarches différentes. Comme si, par exemple, je fais un projet pour moi, pour créer moi, ben, c'est sûr que tu es beaucoup dans un... Reste que je pense qu'on parle toujours beaucoup de soi, peu importe la posture qu'on croit avoir, mais c'est quand même, tu es dans une recherche qui est vraiment différente que si l'idée, c'est de co-créer avec un groupe, puis c'est pas le même objectif. Donc, mais je pense que ce que tu as nommé est super important, c'est le temps. La co-création, ça prend du temps. Puis Geneviève l'a nommé aussi, ça demande l'établissement de relations de confiance préalables, que ce soit au début du projet, mais il faut être patient. Puis, tout à l'heure, on parlait des allers-retours, puis tout ça, parce que ça demande beaucoup d'allers-retours, de souplesse, d'écoute, puis d'ouverture à qu'est-ce que ça va devenir, parce que c'est que chacun va y mettre, il y a plein de façons de co-créer qui sont assez différentes. Nous, dans notre cas, on n'était pas assis en cercle, tout le monde ensemble à co-créer, c'était vraiment un processus comme un peu une boule qu'on pousse sur la neige où chacun apporte son petit quelque chose au projet ou son gros quelque chose, peu importe. Là, mais je pense qu'il faut faire confiance, puis il faut se laisser guider par où est-ce que tout ça nous mène, mais c'est ça. Je pense que la question du temps et de la patience est vraiment primordiale. Puis je pense aussi au niveau de nos attentes, on n'a pas les mêmes attentes ou les mêmes exigences ou les mêmes. Fait que je pense que ça ramène tout un petit peu à ce que ça soit clairement défini dans l'esprit de l'artiste au départ. Mais évidemment, il n'y a pas de recette ou de checklist, là, ou en tout cas, moi, j'en ai pas.
Mais c'est ça, il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Ah, ça doit être long. » Tu sais, quand je parlais, qu'on parlait de faire valider, comme Geneviève parlait, les dessins, faire valider le témoignage qu'on a choisi. « Ah, c'est long, c'est fastidieux. » Moi, je le voyais plutôt comme, au contraire, une grande chance, tu sais, une grande chance de renforcer, tu sais, les relations. Tu sais, parce que c'est pas juste établir des relations pour pouvoir faire son projet, tu sais. C'est une question, moi, je voyais plus de nourrir la relation à travers le projet. Fait que moi, je me trouvais presque, pas chanceuse, mais je trouvais que j'avais comme une occasion de relancer la personne, tu sais, puis puis, tu sais, mais en même temps, encore là, au niveau de la co-création, il faut aussi penser que ces gens-là qu'on implique, puis ça dépend du projet, là, mais moi, dans ce projet-là, j'étais consciente que ces gens-là avaient autre chose à faire aussi, tu sais, comme ils ont tout leur agenda, sont tout occupés, ils ont leur intérêt propre, il y a leur disponibilité, puis tout ça, tu sais, donc fait que c'est toujours essayer de jongler entre offrir, faire des invitations, ouvrir la place, mais pas avoir d'attente non plus. Puis moi, je ressentais vraiment beaucoup de gratitude à chaque participation. Puis quand je disais, je me sentais presque chanceuse d'avoir un prétexte pour relancer les personnes, pour dire, tu sais, puis à chaque initiative ou participation, je me rappelle, Geneviève, quand tu allais accrocher l'exposition en haut, on avait les planches, puis on commençait à exposer au département, puis d'avoir des différentes implications de différentes façons. Puis, fait que finalement, moi, j'ai vraiment vu que c'était comme un projet pour moi, je l'ai ressenti comme une célébration relationnelle, plus que j'avais pas d'attente à qu'est-ce qu'allait devenir ce projet-là. Je suis même surprise que ça a fini par aboutir puis que ça a fini par être publié. Puis je pense que c'est donc des mindsets différents quand tu es en création que quand tu es en co-création, je pense. Well said. Yeah, I don't really have much to say to that. That was very good. So basically, you have to say you're always bound for failure in these processes, but you have to just push through. But I would not say Not failure, failure. but you have to normalize failure. I mean, there's always Ouais. going to be mistakes or whatever. We're going to realize you have to check in for a reason Ouais. all the time, I think. But sometimes we will make a misstep and we have to own it, I guess. Ben, c'est que le processus devient plus important que la finalité. Absolutely. Puis je pense que Yeah. ça devrait souvent être, on devrait souvent insister un peu plus, je pense, sur le processus que sur nous. Right. I mean, you did say, you get into artistic creation, or you nourish relations through artistic creation as opposed to embarking on an artistic creation in order to establish Ouais. relationships. Mais je pense qu'un n'empêche pas l'autre No. non plus. Tu sais, le projet artistique pourrait servir à, puis on l'a souvent vu dans plein de projets, que c'est vraiment des gens qui se connaissent pas, puis à travers l'art, c'est une occasion de rencontre, puis tout ça. Donc, un n'empêche pas l'autre, mais ce que je vois souvent, par contre, parce qu'on m'appelle souvent pour avoir des collaborateurs, des noms de collaborateurs, puis c'est des projets artistiques qui existent déjà, puis on veut comme valider puis embarquer des personnes pour Ouais. avoir une certaine ouverture dans une perspective un peu utilitariste, tu sais, qui est... bref. Mais c'est inspirant. Et je veux demander, comment est-ce qu'on peut faire, juste pour les gens qui ne sont pas des artistes, mais qui travaillent dans le domaine avec beaucoup de relations, qu'est-ce qu'on peut apprendre what can we learn from the creative process and bring it into our own daily lives or our political lives, or as we're talking so much about polarity and divisiveness and just the fact that we're not able to listen, and what are we missing right now? That as artists, we sometimes learn through this process which we embark on. Well, I know, I find with art, people, you stop and you look and you really like try to imagine all the different possibilities, perspectives. People don't do that a lot in real life. Like people just, they kind of see their little tunnel thing. And so I think that, if people could apply it to their own life, I mean, learning to be, just look at things with more of an open lens and seeing all the different angles of things and trying to understand each one for whatever they come from, not based on you, based on what they are, I mean, it's easier said than done, but it's definitely something that you can take from art and apply to life. I would say is how you look at it, how you interpret it, and the patience you have with it as well, because sometimes you'll see a painting or something and then you see it a few weeks later and it totally hits you differently, or you see something different in it. So that's a relationship you could have with a human being. You misunderstand them the first time and then you just go home and you think about it and you're like, oh, okay, I kind of see their point now, and it's like, but most people just don't do that initially. But I feel like art is, because it's like not alive sometimes, it's easier to just give it, a little more
respect. It's weird. It's strange, but yeah. Mm. Well, you can have a relationship with the finished product, but you don't always have a relationship with the process that put that finished product Yeah. up there. And sometimes you can see the process through the Sometimes you cutting. You can kind of feel it, As you mentioned before, Well, even through dance. I went to the Basquiat exposition, and that was like just seeing some of the like there's the stuff on the canvas, like the cigarette marks, the footprints, all this Yeah. stuff. It's like this guy was living a real intense life amongst doing some serious art. Mhm. So it's like, and not everybody speaks through their art like that. But there was like a level to his that was just so much more powerful. And like there were so many different kinds of people at that show. Yeah. And taking it all in so differently. Like as a Black woman, I took it in like, wow, this is like one of the most like amazing Black artists I've ever seen. And he has such an intense life. And I don't know how a white person sees him, I don't know how they're taking his art in, but for me, it's really powerful because I feel like it's part of my history and it's a part of my people. And I feel, it spoke to me in a different way. Mhm. And I took that with me with the rest of my day and I applied it to life in a way, looking at how he kind of lived, Yeah. You did seem somebody like who lived fully Very and much lived so. his relationships fully. Yeah. Some people could see it as, oh, he was just indulgent or hedonistic or just all over the place, but okay. Yeah. What is your definition of living fully then? I think this is what we have to ask ourselves, like, what does it mean to live that full life? And I think that art is an avenue to live a full life, definitely to live a fuller life than most, I feel very blessed to be an artist, like in the way that I am. Like when I tell people on the street, like I meet someone new, like, oh, what do you do? I'm like, oh, I'm a tap dancer. They're like, oh, wow, whoa, that's so cool. That's so different. I'm like, yeah, I guess it is. It's like, but it definitely makes me happier in life. Like I never saw myself behind a desk, like I'm a cook and a dance teacher. So everything I do is physical. And even with my cooking, like I can definitely see, I consider it an art form in itself because the pride I take in my plates that I put out, everything, it matters. And I see how people are affected by it. When they're like, because the food was so good, they're passed out. Or like, like all these different things, but it really does. It is an art. There's something to it. And I feel like you can really apply it to everything in life. Mhm. I'm blessed. I really feel very blessed to be an artist. It makes my life so much sweeter. Because when things are really crappy, I dance. If I go to work, I feel better afterwards because I got to, do something. And even if I'm doing beginner level stuff, it just still feels good just to move and reconnect with the ground and my body. It's like, That's right. Puis je pense que... Oh. Oh, sorry, go ahead. En fait, juste pour rebondir ce que tu disais, ça revient encore à la différence aussi entre, je pense, art puis la création. Parce que quand on parle d'art, on dirait qu'on est plus, on parle de musique, de danse, mais je pense que toutes les questions qu'on s'est posées pourraient être juste amenées à la question de la démarche créative ou qui peut être appliquée à tout. Comme je trouvais que quand tu parlais de faire à manger, on sait que c'est un art culinaire, mais pour un peu tout, amener un peu plus de créativité dans nos vies, de penser autrement, de se repositionner, d'avoir une autre perspective, de penser les choses, de faire les choses autrement, je pense qu'on pourrait reprendre toutes les questions qu'on s'est posées aujourd'hui puis les appliquer à ça, à ces... Là, c'est ça, je parle un petit peu en ayant en tête la recherche-création en recherche, évidemment, là-dedans, mais je pense que ça peut s'appliquer à peu importe ce qu'on fait, de trouver la façon créative ou d'avoir une petite touch créative. Je pense qu'on peut amener quand même des changements importants, ne serait-ce que dans nos vies, mais en général, si on sort un peu de ce format, du formatage assez psychorigide des fois, en fait. Ouais. Et vous êtes une recherchiste aussi, une cherchiste, on dit ça, oui. Mais comment est-ce que ça a affecté votre travail comme cherchiste? D'une part, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était au niveau de, justement, évidemment, dans la collaboration avec les contributeurs, puis l'accessibilité, finalement, à nos résultats de recherche. Mais ce qui est arrivé souvent, par exemple, je vais prendre l'exemple de 2 personnes avec lesquelles je travaillais en anthropologie depuis plusieurs années, qui avaient été des contributeurs à plusieurs de mes projets de recherche. C'est pas comme si on avait fait des milliers, mais quand on avait travaillé ensemble. Et j'avais toujours l'impression qu'ils savaient un peu ce que je faisais, mais évidemment, j'avais pas tant l'impression quand on ne travaille pas en recherche, on ne lit pas des articles scientifiques. C'est un peu, sauf exception. Là. Mais là, de pouvoir finalement travailler par l'image, de travailler par des récits qui sont courts, par la bande dessinée, ça faisait en sorte que
je pense à ces deux personnes-là qui me disaient, enfin, je vois exactement ce que tu fais. Puis il y avait comme un intérêt, puis un dialogue, une accessibilité, pas juste une accessibilité au niveau des résultats de recherche, mais encore là, au niveau du processus qui était vraiment différente. Comme je disais un peu plus tôt, on a réussi à ouvrir aussi des questions qui n'étaient pas nécessairement prédéterminées, qu'on pouvait un peu plus suivre ce que les gens avaient envie d'y mettre, de la manière qu'ils avaient envie de s'exprimer. Certaines images faisaient réagir d'une façon, parce que, par exemple, parfois, avec certains contributeurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on regardait la bande dessinée ensemble, puis les gens réagissaient, puis dire, puis je le reconnais, cette image-là, c'est moi, mon père, blablabla. Ça permettait d'aller fouiller des zones qui étaient différentes, et encore là, comme je me répète, mais c'était aussi d'aller mobiliser d'autres types de savoirs, qui ne sont pas... Alors, raconte-moi, je pense que différentes façons, différents prétextes ou différentes méthodes qu'on utilise en recherche va donner des résultats différents. On arrive à des histoires différentes, à des narratifs différents parce qu'on utilise des outils différents. Et puis c'est ça, puis on peut décloisonner. Fait qu'il y avait... Moi, ce que j'avais trouvé super intéressant par l'emploi de la recherche-création en contexte autochtone, c'est que je trouvais que sans le vouloir, on pouvait rejoindre plusieurs principes ou concepts ou dispositifs qui étaient associés aux méthodologies de recherche autochtone. Là, je pense peut-être dans ça quelque chose mais je trouvais qu'on pouvait faire de la recherche de manière, c'est pas la seule manière, mais moi, je sentais que ma manière de mener la recherche à travers la recherche-création était plus inclusive, plus respectueuse, plus culturellement adaptée aussi. C'est une relation différente. Puis le fait aussi de, le sorte d'autorité qu'on a en recherche, je suis le chercheur et je te pose les questions, bien, le fait d'amener son récit dessiné d'abord qui est un peu vulnérabilisant de voici ma perspective, mon histoire, le chercheur donne aussi. Et moi, pour moi, c'est assez vulnérabilisant aussi de ben, je te montre mon dessin, est-ce qu'il est correct, mon dessin? Je trouvais que tout était différent, puis ça me mettait dans des zones d'inconfort, justement, qui étaient super intéressantes. Donc, je trouve qu'il y a toutes sortes de... Je serais capable de faire encore de la recherche comme avant, mais j'y vois plus beaucoup d'intérêt. Puis même dans d'autres domaines, moi, c'est vraiment... Je pense que c'est aussi, je pense, ça va avec ma formation puis mes compétences, mais je trouvais que mes valeurs cadrent mieux dans ce type d'approche-là. OK. Merci. En fait, ça reprend un peu ce que tu es en train de dire, Emmanuelle. La question du dialogue, je pense que c'est vraiment intéressant parce que dans le cas du tap dancing, mais aussi de la BD, on pense beaucoup aux résultats, mais pas tant au processus. En tout cas, moi, je pensais pas, je peux parler pour moi, je pensais pas trop tant au processus de création, puis cette zone-là de dialogue. Fait que c'est comme le fun d'entendre ça. Ouais, il y a vraiment un processus de dialogue dans le fait de le faire avant le résultat. Puis le résultat peut aussi amener au dialogue. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis je trouvais ça le fun aussi, ce que tu disais, Maïja, sur... parce que la question, c'est comment est-ce que l'art peut nous permettre d'ouvrir des discussions ou contribuer aux discussions publiques. Puis quand tu disais... tap dancing is a community form of art, and people do, like young people, especially doing tap dancing, they have a better sense of themselves. They have they know how to like be in a group, to have this kind of community. Puis là, comme l'idée de cet ancrage-là, puis de faire que l'art permet de faire des gens des meilleurs citoyens au sens civique du terme. Je trouve que c'est vraiment une idée, en tout cas, intéressante. Voilà. C'est tout. It's a really nice thing to see, especially with whether it be with children or with adults, to see like we start together in September. We usually go September to June, so they're with each other all year, whether it's adults or kids. So you see a change in them with each other, how they treat each other. Some of them don't know each other at first, and then by the end of the year,
well, that's also because of how I was raised. My grandmother was my teacher, and she always told us that dance isn't just dance, like dance is life. So if you come to dance class, you're not just here to learn about dance, you're actually here to learn about your friends and the other people in your class. So that, there were some days, one girl, her boyfriend broke up with her. We were like 16 and she was just dancing horribly. And my grandma asked her, "What's wrong? Like, everything okay?" And then we all kind of stood around. My grandma gave us a whole lecture on crappy guys and what to look for and what, and it's those parts of the collectiveness of the art form, I think, that is beautiful. Where like I've taught some kids from the time they were 7 years old till they're about 17, 19 years old. And, they were leaving, they were graduating high school, and they wrote me a card saying like, "It's because of you that I was comfortable not shaving my armpits when I was 14, because you let me, you told me that kind of stuff didn't matter." And like, I'd have my girls come in and be like, "Oh, I can't wear shorts today." I'm like, "Why? We're all friends here." She's like, "My legs aren't shaved." I'm like, "That's not important in life. There's so much bigger fish to fry in life." And it's those little things, like simple, stupid, big, like things that we talk about, whether it was academics, diet, like girls looking at their body weights and all that stuff. I made it a point to educate them on how I saw it, but obviously trying to do it in the most constructive way possible. But a lot of the kids I've taught, they've told me that I've taught them things about life, not just about dance. So I think there is a real beauty in art for that you can really bring people together from so many different walks of life, and everybody starts to understand each other. Like, there's some white kids in my class, there's like a black person or in the class as well. And one kid, I told them, I was like, they said their legs were dry. And I was like, "Oh yeah, you should get some lotion for your legs." And the white kids were like, "Why do you need to like, why does she need lotion?" And I was like, "Well, because black people's skin needs more moisture," and like little things like that. Or they'll ask me about my hair. And then, I say, first, if you can't just touch my hair, you have to ask me if you want to touch my hair. So it's little things that we just learn about each other in dance, in class, that I think really does transfer over to life. And I have a lot of parents who write me Christmas cards saying, "Thank you for teaching my kid about life as well as dance," because they really look up to you as a person. And so it's, I agree, it's beautiful. It's nice. Yeah. Mais ça me fait penser, il y a une dizaine d'années, on avait fait un projet qui s'appelait Bollywood Centre-Sud. Moi, je travaillais comme organisatrice communautaire à un carrefour de ressources en interculturel. Puis il y avait plusieurs enjeux parce que le Centre-Sud, qui avait été traditionnellement assez catholique, blanc, québécois, francophone, recevait des grosses vagues d'immigration. Ouais. Puis il y avait des enjeux dans certains quartiers. Puis avec une artiste d'Ipali, on avait créé comme une sorte de... C'était des flash mobs qu'on faisait dans différents endroits. Ah oui, c'est drôle. Mais tu sais, ce qui était plus intéressant, justement, quand on parlait du processus, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'on avait des gens vraiment d'horizons vraiment différents, d'âges différents, de nationalités différentes, de cultures différentes, qui 2 fois par semaine se rejoignaient pour danser. Ouais. Puis la connexion, que ce soit ça ou les jardins communautaires, mais la connexion que ça permettait, puis tu sais, le Bollywood aussi, c'est très joyeux, tu sais, on rit beaucoup, c'est quasiment de thérapie par le rire, puis tout ça. Puis de voir à quel point les gens, en se voyant danser tout le monde en même temps, tu sais, dans les miroirs. It's heartwarming. It really like uplifts you when you see yourself doing with all these different people. Exactly. Ages too, like tap dancing, there's no age, doesn't matter. I have kids in a class who, like a 10-year-old with 45-year-olds, because that's the class you can make it to, and that's what it is. So we all dance together, and it really does, it's really good for kids to see adults suck at things, fail sometimes, because they don't, in their minds are like, oh, like life is like, you have to do this, you have to no mistakes, but it's like grown-ups make mistakes till the day they die, and like we tell you guys to like try to do better, but it's normal. So I think it's really great too when you see the learning process that at any age it's a struggle or it's not, and I think, working together is it makes all the difference. It really lifts the spirit. Les habiletés changent, tu sais, parce que là, après ça, peu importe ton emploi, peu importe ton statut social, même que souvent, c'est quasiment presque, tu sais. It's complete opposite. Oui, I have dentists dancing with like elementary students and doctors with like cooks, and like it's just totally, Puis de voir l'entraide qui se développe, la solidarité, puis après ça, comme nous, quand on allait dans les parcs faire les représentations, le stress, parce que c'est non professionnel, c'est ça. Mais de vivre ça ensemble, puis que ça soit bon ou pas bon, encore, on s'en fout. Exactly. That is very interesting. That art now, it seems like art used to be the province of young people, but now it's intergenerational. It always needs to be.
And I do remember that happening in Centre Sud. And Wow. I grew up watching Bollywood films and hating them and then feeling, Oh, wow. feeling embarrassed by them because Ah, of my own culture. But okay. now people are doing it in the streets, like in Centre Sud. I was like, okay, something's happening here. Ah, moi, It's j'ai always toujours like adoré that though. Bollywood. There's I a find it's always like that. Like, Yeah. I feel like sometimes like I used to be embarrassed with like certain types of Black films that were like showing the bad stereotypes and stuff. Like Mhm. people were like loving. I'd be like, oh God, like, I Mm, don't want to like, mm. I don't want to watch this. This is like too whatever, you know. So I understand it, but then it's like obviously, you know, things change and Yeah. you get represented in the right light and all that kind of stuff. But it's yeah, no. But art is also interpreted, as we've all been saying, right? too. You make it your own. It's Yeah. created for some reason, but then after it's adopted by somebody else and it has a different meaning. So, yeah. Oui, puis je pense que c'est une différence entre consommer, que ce soit des films de Bollywood ou peu importe, Ouais. de l'extérieur, que d'être guidé, tu sais, puis on était guidé par une danseuse indienne, puis tu sais, que devenir les performeurs amateurs de ça. Tu sais, Ouais. c'est quand même, je suis pas sûre que tous les gens là-dedans écoutaient des films de Bollywood, puis Non. tout ça, mais cette force-là qui vient, puis tu sais, c'est parce que ça me faisait penser quand tu parlais du tap dancing. Mhm. Ben, en fait, je n'ai pas d'expérience en tap dancing, mais le fait justement des corps en mouvement, tu sais, puis de le ressentir, c'est ça. Bon, en fait, tu I peux le mean, dire. percussion Yeah. dates back to like so many cultures use percussion as a way of connecting to spirits, connecting to like all of that. So there is a level of tap dancing that I think surpasses like things we can even see, you know, or like because people when they get it all together and they feel the floor vibrate and you feel it, it's like it's intoxicating. It's like powerful. Like takes you like into like a Shango spirit or something, you know. It's like it's really cool. It's hard to ignore. Yeah, exactly. And then it could be also very poetic. Indian dance is very much about hand movements representing animals or emotions and all this. So yeah, it has to be accessible. Is art accessible though? Yeah, we talk about art being accessible. In what ways is it not accessible? If we want people to engage with art and then engage with the dialogue that comes from artistic experience or expression, what will make art more accessible? And je vous demandais aussi dans le domaine de l'éducation d'art, est-ce qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qu'on devrait faire ou est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de ça, l'accessibilité d'art avec les espaces, mais aussi avec l'éducation d'art? I think accessibility, I think as a Black person, I grew up in a poor neighborhood on welfare and stuff like that. Like I only was able to do the art I did because my grandmother was my teacher. I wouldn't have been, my mom wouldn't have been able to afford that. So I think there's a level of accessibility with art that does come, it's class, you know, it's like your economic class, it changes what you're accessible to. Schools are trying, they're definitely trying more to put it inside the schools and make the kids have the opportunity to work with different things. But I think a real exposure to all the different kinds of art is harder to come by depending on your situation. I think sometimes it's not just everywhere. You don't just see it all the time. So I think like this summer I worked at a summer camp at Tyndale, which is in the Black neighborhood I grew up in, and they were doing visual arts projects with the kids. And the project was to find different Black famous people from Burgundy and create visual art with that. And those kids never would have thought that they could do that, like that was even like a thing, you know? So I think that finding the space to put it into schools at a young age, creating just like more education around art would change, I think, the future of like our people in general, everyone, because it really, like we were saying before, it creates such a deep sense of identity and like your personality. It lets you know kind of who you are, who you might want to be, and what you aspire to. So I think that accessibility is something that needs to be worked on. I try my best to like put myself into some schools in certain areas that I know kids wouldn't necessarily have the opportunity to take my classes or something like that. And anywhere I go, if I see there's a kid who can't afford it, I tell the school, just whatever, bring them in, we'll figure something out. You know, like I would always hate to see a kid not be able to connect to art because of money or something like that, which I think for me growing up, that was a big thing, like affording paint, canvases, all those kinds, depending on what kind of art you do, but it, really, it makes a difference. Moi, c'est ce que j'aime du dessin, je pense, c'est que, ben, tu sais, à part la disponibilité mentale, c'est comme c'est avoir du temps pour dessiner, puis tout ça, mais tu sais, on peut pas dire que c'est un art qui est très coûteux en soi, là. Le dessin, c'est un crayon aussi. Voilà. Mais c'est sûr que, par contre, pour avoir du temps, tu sais, prendre le temps, puis tu sais, comme par exemple, c'est comme avec toutes les... C'est quand même un luxe qu'on est chanceux d'avoir, de pouvoir se consacrer, d'avoir assez de
de disponibilité mentale, d'avoir les ressources, d'avoir, comme donc de ne pas travailler. Je pense qu'il y a quand même, une sorte de... C'est certainement pas accessible, comme beaucoup de choses, comme l'éducation, comme le militantisme, comme je pense qu'il y a aussi... C'est ça, ça vient avec un contexte social, avec des disponibilités mentales, des disponibilités de temps, puis tout ça, mais je pense qu'au niveau... Moi, c'est une des raisons que j'ai choisi le dessin. Comme je vous disais, quand je me promenais avec mon cahier, puis j'avais besoin d'un crayon puis un cahier. Après ça, est-ce que c'est de la qualité art? Puis qu'est-ce que l'art? Encore, ça revient à la même question. Probablement que plusieurs ne trouveraient pas que c'était de l'art non plus, mais c'était de la créativité, c'était de l'expression créative. Ouais. Donc... Ouais. Et les gens pensent plus au qu'est-ce qui était créé au lieu de le processus, parce que les choses qui étaient créées, c'est ça qui a la valeur. Un petit peu. Est-ce mais dans les écoles, parce que pour les jeunes, on dit que la science, c'est ça le futur. Il faut ouvrir en science. L'art, c'est mettre dans STEAM, parce qu'il y a STEM, mais quand tu mets STEAM, c'est l'art là-bas. Mais est-ce que l'art, c'est intégré dans notre compréhension de les sciences ou qu'est-ce qu'on manque? Qu'est-ce qu'on manque pour mettre l'art dans les discussions? Parce tout ce qu'on parle, on parle très holistiquement, je pense, même si on parle de recherche ou activisme ou n'importe quoi, il y a une création, un processus de création. Et même dans la science, j'espère. Mais on pousse plusieurs de séances, mais où est la place d'art dans ce dialogue, dans ce processus? I feel like art gets like pushed away in a lot of schools too. Like it gets dropped as a course. Like a lot of schools don't necessarily support art, or they don't think it's as important as like the more academic sciences and stuff like that. But I mean, I look at science and I remember seeing like, when you were like looking in the little thing and it looks like art, like that stuff is beautiful. Like when you look at an atom or you look at something, it's crazy. Nerves, all those things, like there's so many ways they could incorporate the beauty of science, like a snowflake, they talk about kids, precipitation, blah, blah, blah. It's like, why don't we all like try to make up our own snowflake or something and crazy and the fact that everyone is different that falls, it's like all those little things are so amazing and artistic and creative. And it shows you that science like creates art in itself, So it's kind of disappointing sometimes that they don't make the connection more. And then also like when I think about like I did high school education and then I went to cooking school, so I didn't do any university and stuff like that, but I feel like with all my friends who have, the ones who have art degrees versus ones who have science degrees are like not considered the same, like the same respect or the same quality or something. Like what they're going to do with their lives is not as. So I think that there's a part of society right now where we're so focused on science, technology and all that stuff, but I think one of the oldest and most fundamental things of us as a human race is creation, like creative art. It's like, the cavemen were drawing. Drawings are like some of the first ways of like communication, pictures. So it's kind of strange that it's kind of just gone by the wayside now a little bit. It feels like art is more competitive now. Any place we talk about art now, it's usually like The Voice or American Idol or even cooking shows or people competing and it takes away from the passion. It takes away the passion. There's a competitive spirit, but there's no, It's not, because I got asked to be on a cooking show once, a reality like competitive show, and I was like, I was like, I don't want to ruin I like what I like, I love it, and I don't want this to become like, something it's not. And the media makes things look to be different than it really is. So. Mais d'autre part, moi, je trouve que l'art, je trouve au niveau de l'éducation ou de la recherche, je trouve que l'art recommence à regagner un peu, ou bien la créativité encore là, la recherche-création regagne un peu des lettres de noblesse, je pense, qui avaient été longtemps perdues ou abandonnées, ou parce que moi, je suis quand même que ce soit en sciences pures ou bien, comme même temps en biologie, ou ce que tu expliques là. Puis je pense qu'à Concordia, on est quand même dans une des universités qui met beaucoup de l'avant les processus créatifs, puis d'essayer de faire. Puis là, je ne sais pas parce que je suis à Concordia que je le dis, mais moi, c'est une des raisons que j'ai choisi Concordia pour mon parcours doctoral, c'était l'expérience en recherche-création, puis le fait qu'on encourage beaucoup les façons alternatives ou créatives de faire de la recherche. Puis
moi, m'étant intéressée un petit peu à justement qu'est-ce qui se fait en recherche-création dans d'autres domaines, ben évidemment, ce n'est pas toutes les institutions qui ont la même ouverture à ça, mais même les organismes qui subventionnent ont maintenant des programmes en recherche-création, et ça peut être en biologie, ça peut être en mathématiques, ça peut être en... Fait que je trouve que c'est quand même, je trouve qu'on commence, maintenant qu'on a comme, on s'est comme assis une certaine crédibilité en sciences humaines, par exemple, là, on ose un petit peu ouvrir un peu à d'autres méthodologies de recherche pour aller justement accéder à d'autres types de savoirs. C'est encore timide. Moi, par exemple, quand j'avais proposé mon projet de recherche-création dans une université X francophone à l'époque, on m'avait refusé. On m'avait dit, j'étais acceptée, mais on m'avait dit, mais si tu veux faire tes petits dessins, c'est dans tes temps libres de ton doctorat. Puis on sait qu'on fait un doctorat, on a beaucoup de temps libre. Fait que, évidemment, ça ne marchait pas. Mais maintenant, je vois que ce même département-là encourage, accepte. Ils ne savent pas nécessairement, je ne dirais pas qu'ils ne sont peut-être pas des experts de la même façon, mais on encourage et on ouvre la voie. C'est sûr que c'est vrai ce que tu dis. De toute façon, si tu vas en commerce par rapport en art, ce n'est pas le même regard social. Mais je pense que faut quand même je le vois aussi au niveau de l'éducation primaire, secondaire, le recours à des vidéos, des films, de la bande dessinée, des départements de médecine qui utilisent la bande dessinée pour les savoirs expérientiels. Tu sais, je pense qu'on commence à être assez stable pour se permettre puis se rendre compte que finalement, l'argumentaire puis la réflexion rationnelle, c'est pas tout. Tu sais, qu'il y a d'autres moyens de faire entendre des voix, souvent ou des perspectives diverses à travers l'art. C'est quoi l'origine de cette ouverture, d'après toi, dans ton opinion? Oui. Oh, Je vais faire une hypothèse sur cette question puis poursuivre là-dessus. Hier, il y avait une conférence d'un chercheur puis un professeur autochtone qui parlait des pratiques pour décoloniser les institutions puis l'enseignement, puis comment est-ce que justement ramener des formes artistiques créatives traditionnelles autochtones comme storytelling, comme des formes de méditation contemplative. Puis que pour lui, ça fait partie justement d'une démarche de décolonisation. Puis pour moi, en tout cas, c'est en partie là, je pense, le lien dans le sens que c'est pas clair un peu dans ma tête, là, j'essaie d'expliquer clairement, mais je pense que l'art, comme vous disiez tantôt aussi, a fait partie de nos sociétés de différentes façons, par le dessin, par la parole, puis que de ramener ces types de savoirs-là dans des milieux plus intellectuels, académiques, je pense que moi aussi, je vois qu'il y a comme un intérêt pour ça parce que ça permet justement d'aller toucher à d'autres aspects de qui on est, que ce soit nos émotions, notre spiritualité, autre que juste l'intellect. Puis pour moi, pourquoi je suis aussi d'accord que je pense qu'il y a comme quelque chose qui se passe en ce moment, c'est que juste en regardant les étudiants ici, les étudiants autochtones qui sont en ce moment à la maîtrise ou au doctorat, il y en a énormément qui ont choisi les approches d'art-création parce que ça leur permet d'inclure les méthodes de recherche décoloniale, d'aller parler de d'autres types de savoirs, puis de pouvoir faire un travail sur la parole, le storytelling, qui serait pas nécessaire, qui aurait peut-être pas été accepté comme thématique puis comme approche, mais là, en utilisant l'art. Puis, en tout cas, quand vous parlez tantôt, j'étais comme oui, c'est vrai qu'il y a une question d'accessibilité puis qu'il y a une question de... Mais en même temps, si on revient comme à une essence de qu'est-ce que c'est la création, j'ai l'impression que ça fait partie d'un processus de décoloniser les institutions puis de décoloniser l'enseignement. Je suis tellement d'accord. Ouais, je suis vraiment d'accord. Moi, je disais souvent que j'ai l'impression que le processus de décolonisation qui induit beaucoup grâce au mouvement autochtone va nous aider à décoloniser très largement, même de la perspective qu'est-ce que savoir, c'est quoi nos méthodologies, même en dehors des questions autochtones, d'être capable de concevoir. Je trouve que le fait qu'on soit capable de finalement de mieux respecter ou de mieux reconnaître finalement le savoir autochtone puis les méthodologies, ça nous permet de transposer dans d'autres domaines de qu'est-ce que le savoir ou qu'est-ce que devrait être la recherche. Moi, je trouve que c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord que c'est comme si transversalement, puis après ça, on pourrait aller voir qu'est-ce que c'est décoloniser, décoloniser même notre perception
de l'épistémologie, de qu'est-ce que les savoirs, qu'est-ce que la recherche, puis tout ça, mais ça nous permet justement d'ouvrir un peu ces œillères-là. Je trouve qu'on a beaucoup, qu'on a longtemps, puis qu'on a imposé un peu partout, puis de revenir à quelque chose qui est plus fondamental à l'être humain, tu sais, comme les storytelling, la capacité de l'être humain à se raconter, puis de manière créative, comme tu disais, puis je pense que c'est vraiment, moi, je trouve ça super encourageant ce qui se passe en ce moment dans les universités à ce niveau-là, tant au niveau social, culturel qu'au niveau méthodologique, puis épistémologique, puis ouais. Pas partout, probablement. Because universities still need to open up more to different ways of knowing and different communities, and it's still a closed space in a lot of ways, but the decolonization is a process, and wherever we are on that track, at least, if you're not, I mean, it's been happening amongst Indigenous communities forever, but I think something is happening, and I do agree, there is some kind of something afoot. So that's good. I like to be positive on that. Yes, please. This is one of those half-baked University of the Streets comments. I work with seniors. My youngest client is 88. And we're seeing this whole wave, like we used to have like this 45-year-old lifespan, then a 70-year-old lifespan. One of the buildings I go into now has 5 people over 100 who are living autonomously. And this is something completely new. We haven't seen this for centuries or millennia. We have this many people who are over 80. And I've been reading kind of about this second maturity that we go through. Like, I mean, you know, when you hit 30 or whatever, you're going through a maturity, and that's where you're adult. But now we have this kind of second maturity where you leave, it's no longer an intellectual, but it's more of a heart thing. And I'm only at the beginning of my research, but I'm thinking about, you know, of course, like political problems and world outlooks, and how we need a little bit less head and we need a little bit more heart. And even like with your grandmother, I think probably if you dig deep enough, you see that people who live in multi-generational families probably have like healthier kids, like the kids are better if they have grandparents living with them. And I'm just wondering about the potential of all these people who are in their 80s and 90s and above, how we integrate this into the very real needs of society, because everywhere I go, we're talking about the economy, and we keep saying we need more young people, because we're not filling the job spaces. And I'm thinking, aren't you people thinking about the planet? I don't think we need that many more young people at this time. Let people not have children if they want, and instead turn to this new resource that we've never had before, which is people in their 80s, 90s and above. There's a lot to learn from them. And there's a lot to learn from them. And I'm just wondering, I've been seeing all these kind of art forms that people are talking about, and I'm just wondering, it's not really one art form. It would be like a mosaic of people's different experiences. And of course, people want to go intergenerational, people want to go political, people want to go global with this new resource. And that's my half-baked thought. But I'm just wondering about art. I'm wondering about the future. Is this something that we have to wait another 50 years before we start tapping the resources of people who are elders? Who've lived and seen so much, and like see the changes of like society over every 30, 20 years or whatever. It's really, I think oral history is one of the most important art forms, storytelling. Because for me, like my grandmother told me so many stories. Like I have wisdom that I wouldn't normally have if she didn't tell me this. And I think that if more people took the time to speak to people over 90 years old and who are, like you said, autonomous and stuff like that, you would find out some very interesting life lessons. Like my grandma's taught me so much about letting go and not harping and not, you know, holding on to like my grandmother married a white Quebecois man in 1957. She was a Black woman. So they were already like so ahead of the game. Like they were like, you know, like who cares? We're just humans, you know? But 50 years later, I, at 24 years old, was assaulted by a white man for being Black. So it's kind of like, you know, when that happened, I remember speaking to my grandmother, and she's like, it's so disappointing that we're still here, you know, that we're still at this place. And I think by the end of it, she was like, you know, guys, you just got to live your lives as unapologetically as you can. And obviously take care of people around you, be part of your community. But it's such simple life lessons that we tend to lose along the way, getting caught up in all this stuff.
Yeah. And I think that the elderly have a lot to offer. And if you can take the time and be patient enough to listen to them, because sometimes they ramble, you gotta go through the wave there, but there's so much information. And my partner and one of his best friends, they're both doing their PhDs here in history. One of them is doing African history and one of them is doing Indigenous history. And their biggest angle that they're going to use is oral history. They think it's the most important way to get information that's not just on an academic level, because one of the things they say is that all these academics, they write these things that are so hard for most regular average people to understand, but the histories come from most average people and from, so there's a huge medium to come into with the storytelling and oral history that would be like the best from people over 80. Because I find their stories fascinating sometimes, the things my grandma tells me about the 50s and the 40s. Like my grandmother told me the first time she did a live show, like at Carnegie Hall or something, she was like 15, and a drag queen did her makeup for her in the 50s. So, and she was like, she was so great. And and it's like, wow, that's like then. And now we're here having debates about drag queens telling stories in libraries and stuff like that. It's like, guys, it's interesting. It's interesting to see how like ridiculous like people are now. But yeah, there was like, I feel like back then it was a bit simpler. Like people didn't, the sense of community I find within the art world. Like my grandma always tells me about entertainers. Like my mom grew up with like drummers, pro wrestlers, mayors, all of them coming to my grandma's house, like partying, like late nights and stuff like that. And from different walks of, whether it be politics or art or like all that stuff. So it's interesting what you can learn really from just the history. Ah oui. Puis en faisant le lien qu'on parlait de la décolonisation, de la recherche ou bien l'influence finalement des perspectives ou des épistémologies ou bien des priorités ou des valeurs autochtones dans la recherche ou dans l'art. Les aînés autochtones ont regagné finalement à travers le processus de décolonisation beaucoup plus de reconnaissance et je pense que ça déteint en tout cas, moi, dans mon milieu, c'est sûr, je ne sais pas un milieu représentatif, mais moi, je sais que quand j'ai commencé à fréquenter un peu plus ces univers-là, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir à mon propre rapport aux aînés québécois, justement, quand on parle, quand il y a un aîné qui décède, c'est comme une bibliothèque qui décède parce que ce sont des histoires finalement. Et puis, je pense que dans l'État, même quand on parle, par exemple, de la relation au territoire, qu'on soit autochtone ou non autochtone, cette génération-là, des 80-90 qui partent, puis que ce soit du côté québécois aussi, ce sont quand même les dernières générations qui ont vécu de manière si proche de la terre. Tu sais, on parle au niveau des Canadiens français, puis tout ça, d'avoir une relation vraiment... Parce qu'on sait que les 50 dernières années ou mettons 70 dernières années ont tellement transformé notre rapport à la terre, avec la modernisation puis tout ça. Fait que je pense c'est ce qu'on est en train de... Quand on peut inclure ces histoires-là, que ces perspectives-là, ces savoirs-là, parce qu'on sait que c'est des cycles, hein, souvent on revient pas mal, un peu comme tu dis, on est encore là, pourtant ces personnes-là s'étaient déjà battues on les a si peu entendues, et il y a beaucoup de savoir qui se perd par cette nouvelle tendance à mettre de côté les aînés, ce qui n'a vraiment pas toujours été une chose ni du côté autochtone, ni du côté non autochtone. Tu sais, avant, on prenait soin de nos aînés. Oui, exact. Ils étaient avec nous, ils faisaient partie de la société. Her last breath, and it was so much more beautiful for her to be around family, and we were able to have that moment. And it's sad the way that's been monetized now. Like old age has been monetized by society. Like people are so quick to put their families in homes, and these are like thriving businesses because now people just don't want to do the work. And my nephews got to have their great grandmother around every single day because she was living with my mother. So it's like they have strong memories of like this person, and like it's gonna affect who they are, having that closeness to somebody who's more elderly, the generations, Yeah. It's kind of I'm hoping, I love that you brought that up. It's very important. Yeah, I just learned of a new word, a verb, to elder. That's what elders do, they elder. That's true. I have to say, I do appreciate the fact that we're using even the term elder more and more. Yeah.
As opposed, I mean, I think it was always seniors or Mm. old people, but there's something about elder that shows that there's respect and they're still, Yeah. they exist and they're still contributing. They're still here. They're not just, Yeah, I've always said elder. I think for my culture, especially like I celebrate Kwanzaa, and first day of Kwanzaa, the elder and the youngest person in the family have to light the candle together, and it signifies unity. But the biggest thing is respecting your elders and always having them educate you on what has passed, you know, so you're still aware. Je pense qu'il y avait quelqu'un dans le fond qui... merci. Oh, oui. Oh, wanna Need a bring mic, her get your mic. Oh, yeah. Thank you. My name is Olga. Hello. I am volunteer in Concordia University. What happened to me, it's really true story. Through the art, what they did good for me. I had a big injury, my body, I fell on the street construction. Injury, my 2 ribs, fracture. I lived an empty life for 8 months, isolated. Period 1921 was period of COVID-19. No doctor. They are retired. I live alone. I had big shock, big stress, no food. I cannot sleep. The big accident what I had, it's always with front of me. I disturb me very much. I cannot speak. I don't have family in Canada, only overseas and US. I work volunteering job in Concordia to serve for 10 years to give the help to students, give them lunch. I was very, very low. I live in trauma life. I have 2 doctors in my family. They give me support. I cannot talk. I cannot talk to nobody. I was not happy to have any help. I live alone, and one day I get strong. I went to Musée de Beaux-Arts. I work volunteering for 10 years. I went there and I find out that some courses they giving manager for all people they can enjoy for free. I was registered there. I get free, and I get very strong. I start to enjoy. I never study art. I was busy with my life, volunteering, and I enjoying art. What I want to say, the art return back my memory, they return back my hope. I am enjoying, I get more strong. I went to the church. I start to walk outside every day for brain. I don't recognize people before. I was empty completely to the end. I see different people, I don't know them. I am getting more strong and stronger. I'm enjoying today. I'm going once a week to museum. I make like many gifts. I give to my friend, postcard, birthday card. I send them. I never did in my life. We are a copy from the book, but I don't. There's something coming from my brain. I'm back. I feel more strong. I'm getting normal. I'm very happy to enjoy today. I work serving 500 student lunch. I'm not tired. I'm happy. And I come here. Whatever representation is there, I am enjoying. Thank you very much for the art. Really returned my life. I am putting my name on Facebook, the people enjoying, and I like to see.
I don't know. I'm enjoying now with the clay. I make the mushroom champignon. I'm making some extra gift. I give to the cook. I give to friends. They're enjoying the hanging. Where I work in the kitchen, all my art is hanging on the wall. They like what I'm doing, and I still continue to do I'm old. Next year I will be 90. I don't feel I'm old in my heart. I'm enjoying life. Thank you for the art. Really helped me to stand up to the normal life. Thank you. Thank you. Thank you so much. That's Thank you. exactly And for the that. students, thank you too. Art changes. It Art really is. does make you strong. It is therapeutic. And this is what we're talking about too. So I don't know, I think this is a good way to actually start to bring this to a close too. But I'd like to maybe put it out to, are there anybody else or maybe our guest speakers just to say some last words or anything that sort of they'd like to. Well, after Yeah. after her I amazing know. chat, I mean, it really does speak volumes to me about how much art has helped me through my depressions in life. I suffered from PTSD, and tap dancing, poetry, drawing, all those things have made it so much easier to get through it. And you know, seeing her story is beautiful because it really does uplift you, and it can create a whole new side of yourself. And art is love, and art is community, you know. That's right. Ouais, I think ça termine Ça termine, oui, oui. très- Pas mal. I mean, we started with this conversation talking about art as a way to help us deal with discomfort, or discomfort is actually at the root of the artistic experience, just because it's our body's way of telling us we're getting new information about something, about ourselves, about the world, and something's trying to be communicated to us. And if we just stay with it and stay with the process or just enjoy art as it is, then you will discover something new about yourselves. Art can be accessible, but there are barriers, and I think it's all our job to reduce those barriers and to make things accessible, not just for those with different ability, but age and where they come from, or the different ways that they see the world. And this is a lot of what we're talking about art too. It opens up different ways of knowing, different ways of, whether you're a researcher, different ways of actually making meaning out of lived experience, which is what research is all about. So I think that's been wonderful. And also, hopefully you can make yourself the time to engage with art. I think that's one thing that we seem to have less of, or we seem to make ourselves believe we have less of. But of course, people do have responsibilities, and it is tough out there. But I think we need to give ourselves time, as our friend said it back there, to go to the museum. And if you want to combine dancing and the museum, maybe go on your roller skates or something. Like I think it used to do in the old days. I don't know. Let's bring that back. I think we need to bring movement and enjoying art at the same time. Well, listen, folks, I want to thank you all. This has been a wonderful discussion. Thank you, everybody out there in YouTube land. And but I just want to do some housekeeping notes, if you don't mind. So I invite you all to keep the conversation going. You can share additional comments and links on Facebook or Twitter. Si vous avez des idées, commentaires ou suggestions, déposez-les dans la boîte. Je pense qu'il y a une boîte de la sortie, oui. Vous parlez de la coordinatrice du programme, qui est Alexandra, juste avant moi. Gardons le contact. Prenez un calendrier. Il y a un ici, mais trouvez en ligne aussi. Et notre prochaine conversation, que je vais lui dire ça tout de suite, si je peux faire. Nous sommes le 24. Alors, c'est le 9 novembre. C'est un autre jeudi. It's called Let's Talk Together. Why is it important to save the world? Maybe because we could have more art. I think that's why it's more important to save the world. More storytelling, more art, more dance, more movement. There you go. Anyway, merci beaucoup. Thanks the guests, the venue, the fourth space, our volunteers, and everyone for participating. Thank you again, and keep the conversation going. Just want to thank you again from Fourth Space for everyone coming in for the conversation, and of course your questions and wonderful comments. We're going to be closing up the live stream now. Just a reminder though, this conversation is already available on YouTube if you'd like to revisit or share. Okay, and with that, have a great afternoon. See you soon.